il y a peut-être moins de diagnostics que dans d'autres cas qu'on a déjà eu, mais ça permet d'aller un peu plus en profondeur sur c'est quoi le type d'intervention qui a été fait, qui est là. Puis je remercie Cynthia de l'avoir présenté. Mais quand il y a des difficultés, ben, on veut essayer de se donner un mode de comment on peut réfléchir les problématiques. Puis ça va être le but des 2 premières capsules. Aujourd'hui, on va parler un peu plus par rapport à l'intégration des soins pour gérer les impasses. Puis dans 2 semaines, on va parler un peu plus du phénomène de porte tournante, qui est une des formes d'impasse qui revient quand même régulièrement au travers des années. Donc, tu peux passer la prochaine diapositive. Je ne pense pas que je peux les changer moi-même. Donc, pour la présentation d'aujourd'hui, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Prochaine diapo. Pour les objectifs plus spécifiques, donc on veut avoir une meilleure compréhension de c'est quoi l'intégration des soins, comment est-ce qu'on peut utiliser l'intégration des soins pour aider à résoudre certaines situations d'impasse, puis vous proposer une structure pour réfléchir à les situations d'impasse et l'intégration des soins, que vous n'êtes pas obligé de suivre par la suite, mais c'est au moins d'essayer d'éviter de bloquer devant une situation d'impasse, d'avoir une idée de comment je peux réfléchir à ces situations. Prochaine diapo. Donc là, on va vous inviter à sortir vos cellulaires. Donc, c'est la nouveauté cette année. On essaye de faire les questions par Slido. Si vous scannez le code QR, vous allez être en mesure là, de répondre aux questions de pré-test de la capsule. Jane a aussi mis le lien, si ça ne fonctionne pas avec le téléphone, le lien est dans le chat. Parfait. Merci. Pour ceux qui sont plus auditifs, je vais lire la question. Un patient souffre d'un épisode dépressif et d'un trouble d'usage d'alcool. Il est suivi par son médecin de famille qui gère son traitement antidépresseur. Il a aussi été référé à un professionnel en dépendance qui le voit régulièrement pour le traitement de son trouble d'usage d'alcool. Ce type d'approche représente un traitement intégré, un traitement parallèle, un traitement séquentiel ou un traitement simplifié. Encore 10 secondes. Merci. Donc, on va passer à la deuxième question. Un patient souffre d'un épisode dépressif et d'un trouble d'usage d'alcool. Il est suivi par son médecin de famille. Celui-ci a discuté de l'impact de la consommation d'alcool sur les symptômes dépressifs et exploré ses objectifs. Les symptômes dépressifs étant légers, ils conviennent ensemble de ne pas débuter d'antidépresseurs. Le patient tentera d'augmenter son niveau d'activité physique et souhaite tenter une période d'arrêt de la consommation d'alcool. Les risques de sevrage et l'aide nécessaire pour y parvenir sont explorés. L'évolution des symptômes dépressifs et leur lien avec la consommation seront surveillés et le traitement ajusté si nécessaire. Ce type d'approche représente une approche séquentielle, une approche intégrée, une approche parallèle ou une approche simplifiée. Encore 5 secondes et puis on va passer à la prochaine diapo. Donc, prochaine diapositive. Oups, reviens juste une en arrière. Oui. Donc, je vous ai mis 3 exemples de cas cliniques. Donc, le premier qui est en gras, c'est celui qu'on va utiliser à la fin pour l'exemple. Mais l'idée, c'est surtout vous de réfléchir à un cas clinique sur lequel vous aviez vécu une impasse, puis voir éventuellement si on peut utiliser les dimensions que je vais mentionner. Les cas que j'ai mis sont volontairement très larges, un peu flous, pour que vous puissiez ça vous inspire, mais que vous utilisiez quelqu'un similaire que vous avez déjà vu dans votre pratique. Donc, jeune homme de 19 ans qui a une maladie affective bipolaire, un trouble d'usage aux stimulants et à d'autres substances qui visite à l'urgence à répétition en lien avec la consommation d'amphétamines et l'exacerbation de ses symptômes. Lui ne voit toutefois pas pourquoi vous insistez pour qu'il modifie sa consommation.
pourrait y avoir le cas d'une femme de 39 ans qui a des diagnostics de troubles de personnalité limite, de troubles de stress post-traumatique, de troubles d'anxiété généralisée, de troubles d'usage d'alcool, qui a eu de multiples tentatives de suicide, qui, malgré vos efforts pour essayer de l'amener à cesser sa consommation, continue à consommer de l'alcool et qui, dans un rendez-vous, vous reproche de ne rien faire pour elle et de ne pas être en mesure de lui enlever son mal de vivre. Et troisième situation clinique, un monsieur de 59 ans qui a un diagnostic de schizophrénie, qui a plusieurs comorbidités physiques, une consommation de médication antidouleur et de benzodiazépine importante, puis qui demeure avec des symptômes psychotiques importants, malgré une polypharmacie et de nombreux essais d'antipsychotiques. Donc, vous pouvez choisir un de ces cas-là, l'avoir en tête. Pourquoi on parle d'impasse thérapeutique souvent avec les troubles concomitants? Tous les gens qui ont un trouble concomitant ne seront pas en impasse, mais on sait que c'est des problématiques qui sont associées, lorsqu'elles sont combinées, à un moins bon pronostic que si on compare aux troubles indépendants. Donc, si vous travaillez en dépendance, habituellement, les gens qui ont un trouble d'usage sans trouble de santé mentale ont un pronostic un peu mieux que si c'est combiné avec la santé mentale. Et quand on travaille en santé mentale, il y a un peu l'inverse. Les gens qui ont une comorbidité de trouble d'usage ont souvent un moins bon pronostic. Ce côté bidirectionnel est important parce qu'on a tous tendance à mettre la faute sur l'autre trouble. Donc, si on est en dépendance, on se dit c'est compliqué parce qu'il devient psychotique quand il consomme. Puis si on est en psychiatrie, c'est compliqué parce qu'il consomme puis ça le fait devenir psychotique. Donc, de se garder ça en tête que c'est vraiment bidirectionnel. La prévalence est quand même assez élevée. Donc, dans vos populations cliniques, habituellement, c'est plus la norme que l'exception qui est des deux côtés. Donc, c'est difficile d'avoir des cas purs qui n'ont pas de comorbidité. C'est associé à une dangerosité accrue, surtout quand il y a la triade en jeu de personnalité impulsive, consommation et troubles de santé mentale. Puis la dangerosité accrue, c'est dans toutes les sphères. Donc, ça peut être, oui, le risque de suicide, le risque de violence, mais aussi de complications médicales, physiques, puis de complications sociales, donc plus de risques de se retrouver sans emploi, de se retrouver sans logement, d'avoir des épisodes d'itinérance. Et quand il y a la comorbidité, il y a des zones de flou plus grandes, puis ça fait que des fois, c'est plus difficile d'avoir accès aux soins. Puis quand les gens ont accès aux soins, ça fait des suivis des fois plus chaotiques parce qu'il peut y avoir des crises reliées à la santé mentale, mais aussi à la toxicomanie, puis à la combinaison des deux. Et ça peut mener plus rapidement à un épuisement des proches et des professionnels, en plus d'être difficile pour la personne qui vit avec ces troubles-là. Prochaine diapositive. Donc, quand on parle des soins offerts aux troubles concomitants, il y a différents modèles de soins et c'est les approches auxquelles les questions faisaient référence. Donc, une approche de traitement séquentiel, c'est une idée où on aborde d'abord un trouble sans tenir compte vraiment de l'autre et on se dit on règle le premier trouble, puis une fois qu'il sera réglé, on adressera le deuxième. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a des enjeux d'anxiété et qui consomme de l'alcool et qui se ferait dire, là, on ne peut pas adresser ton anxiété tant que tu n'as pas réglé l'alcool, va régler l'alcool, puis une fois que ça sera réglé, on va regarder ce qui reste et puis tu reviendras nous voir. Ou à l'inverse, mais quelqu'un qui consomme des stimulants, qui a des symptômes psychotiques, de dire, là, tu as des symptômes de psychose, on ne peut pas vraiment parler de ton trouble d'usage, va gérer tes symptômes de psychose, reviens nous voir après, puis on adressera cet aspect-là. Une approche séquentielle, l'enjeu, c'est que souvent, les pronostics font en sorte que des fois, un des deux troubles n'est jamais adressé. Puis comme les deux peuvent s'influencer, comme on l'a mentionné, des fois, on passe à côté d'une bonne partie du problème. Le traitement parallèle, c'est quand on dit on va adresser les deux problématiques en même temps, mais avec deux équipes séparées. C'est pas en soi mauvais. L'enjeu, dans les cas plus complexes, c'est s'il n'y a pas une bonne communication, mais c'est possible que l'équipe de gauche aille un petit peu plus dans une direction et puis l'équipe de droite aille dans l'autre direction. Puis quand il y a des situations compliquées, ça devient un peu au patient de faire son intégration des différents troubles. Puis il y en a qui ont beaucoup de misère à faire ça. Puis un traitement intégré, c'est quand on se dit on va essayer d'adresser les deux conditions de façon simultanément par la même personne, la même équipe. C'est pas une panacée en soi, ça ne fait pas qu'il n'y a plus d'impasse, ça ne fait pas que tout devient facile, mais il y a quand même des données qui semblent soutenir la supériorité de cette approche-là. Une approche intégrée, ça ne veut pas nécessairement dire une approche de troisième ligne surspécialisée. Donc, c'est possible d'être en troisième ligne et
d'être en première ligne ou d'être même au niveau communautaire, puis d'avoir cet esprit-là, de prendre en compte les deux problématiques. Puis le reste de la présentation va venir appuyer un petit peu cet aspect-là, qu'il ne faut pas nécessairement être dans des équipes surspécialisées là, pour faire de l'intégration. De l'intégration des soins, ça ne veut pas non plus dire qu'on saute sur médicamenter tout ce qu'on voit et tout ce qui bouge. Donc, c'est possible de dire qu'on adresse un trouble de l'humeur sans donner un antidépresseur. Il y a d'autres choses qui peuvent adresser les troubles de l'humeur. L'exemple dans la vignette là, de l'activité physique, de vouloir, si la personne souhaite diminuer l'intensité de sa consommation, mais qu'on surveille c'est quoi l'impact que ça va avoir sur le trouble de l'humeur, qu'on tient en compte de cette évolution-là. Mais c'est quand même une approche qui est plus intégrée que si on disait on n'y touche pas tant qu'une des deux n'est pas réglée. Prochaine diapositive. Pourquoi on vous parle de ça? Ben, ce n'est pas juste nous qui avons décidé ça. Donc, si on regarde là, autant là, les plans d'action interministériels en santé mentale qu'en dépendance, ils vont parler de cet enjeu-là d'intégration, des comorbidités qui sont fréquentes et que c'est plus possible de se dire on ne donne pas accès à un ou l'autre des services tant que l'autre problème n'est pas réglé. Prochaine diapositive. Quand on regarde les modèles d'organisation des soins, donc la pyramide au Québec, hein, c'est qu'il y a plus de services de proximité que de services surspécialisés. Donc, quand on parle de services de proximité, ça va être les organismes communautaires, les médecins de famille, les CLSC, les guichets d'accès, des services spécialisés. On va parler soit des cliniques externes de psychiatrie générale ou les services de réadaptation en dépendance. Puis, il peut y avoir certaines cliniques surspécialisées qui vont viser habituellement soit des populations comorbides ou des approches plus spécialisées. Mais c'est une pointe des services, donc c'est pas réaliste avec la prévalence que l'ensemble des gens qui ont un trouble concomitant se retrouvent dans des services surspécialisés. Puis les flèches qui vont un peu dans toutes les directions viennent illustrer qu'en fait, quelqu'un, selon ses diagnostics, ne va pas se retrouver à vie dans des services, par exemple, surspécialisés pour toujours. Il y a des fortes chances qu'ils passent par les différentes strates. Puis, dans un monde idéal, en application, des fois, il y a des choses un petit peu plus boiteuses, mais dans un monde idéal, bien, ça devrait être assez fluide, les changements de ces cliniques. Puis, ça devrait permettre qu'il n'y a pas nécessairement besoin de passer par toutes les étapes pour se rendre à des services surspécialisés. Puis si quelqu'un qui évolue bien en service surspécialisé pourrait se retrouver rapidement en service de proximité. Donc, que ce soit bien articulé. Prochaine diapositive. Quand on parle de l'intégration à tous les niveaux, donc ça aussi, ce n'est pas uniquement nous qui avons inventé ça. Si on regarde le modèle de l'ASAM, qui est le American Society of Addiction Medicine, donc qui est la société d'addiction aux États-Unis, ils vont parler là, de transformation progressive des pratiques pour chaque secteur. Et ce diagramme-là, qui est assez simple et qui illustre bien, ce qu'ils vont dire, c'est qu'un traitement qui serait complètement intégré, où les gens sont capables de donner tous les services santé mentale, tous les services de dépendance, c'est ce qui est au centre, mais qu'il y a différents niveaux entre ça. Puis ce qui était complètement à l'extrémité, c'était de dire, mais je ne fais que de la dépendance ou je ne fais que de la santé mentale. Et ça, ce côté-là, très je ne fais qu'un seul, ne devrait plus exister. Donc, il ne devrait y avoir aucun niveau où il n'y a pas un petit peu de l'autre côté qui est fait. Donc, si j'ai une expertise en dépendance, il faut que je puisse faire peut-être les premières étapes au niveau de la santé mentale sans remplacer une équipe experte en santé mentale. Puis inversement, si je travaille en santé mentale, il faut que j'aille minimalement certaines bases en dépendance parce que ce n'est pas réaliste de dire je ne vais faire que de la santé mentale. Puis pour ceux qui veulent aller plus loin là-dessus, ils ont même fait des échelles où ils ont des niveaux d'intégration de 1 à 5, 5 étant parfaitement intégrés, 1 pas du tout. Mais donc, il y a des niveaux 2, 3, 4, etc. Puis ils vont donner certains exemples, ce qui peut aider à essayer de se faire une idée de à quel niveau on est rendu. Prochaine diapositive. L'appel de base quand on est devant des impasses, ceux qui veulent plus de détails là-dessus, l'an passé, j'avais donné une capsule qui parlait plus de ça, puis je vous invite à aller l'écouter. Pourquoi j'ai mis ça, c'est que souvent, quand on est dans une impasse, on fige un peu, puis on oublie les choses de base. Donc, de se les rappeler, ça aide, que ce soit au niveau de l'empathie, la bienveillance, d'éviter d'être dans le jugement de la situation de la personne.
de garder en tête qu'on peut avoir un rôle d'expert sans nécessairement prendre la position, hein, c'est pas à nous de trouver toutes les solutions et qu'il faut s'adapter au contexte de suivi. Est-ce qu'on est en bureau, en équipe multi, à l'urgence et qu'on garde le principe qu'on veut essayer d'intégrer la portion en reconnaissant un peu les limites qu'on a, mais qu'on va se dire aujourd'hui, c'est quoi le petit bout que je peux faire autant en santé mentale qu'en dépendance pour aider cette personne. Prochaine diapositive. Donc, si on reprend le cas clinique assez large là, du jeune homme là, qui fait la porte tournante à l'urgence, qui a des symptômes là, de maladie affective bipolaire, donc des symptômes de manie, des fois de psychose, et qui consomme des amphétamines, puis qui ne comprend pas trop pourquoi on veut qu'il change sa consommation, on peut aborder là, les cas d'impasse clinique en se posant 4 questions. Ces 4 questions-là ne couvrent pas l'ensemble de tous les enjeux, mais vont aider à prioriser un peu ce qu'on fait. Donc, la première question, c'est est-ce qu'il y a une dangerosité, est-ce qu'il y a une urgence, ou est-ce qu'on se retrouve devant une situation qu'on peut prendre le temps de respirer et puis de se faire un plan de match. Une fois qu'on a répondu à cette question-là, puis on va les passer après ça de façon plus détaillée, on peut se poser la question, mais est-ce que la problématique où je me retrouve, c'est vraiment la situation dans laquelle le patient ou le client ou la personne qui est devant moi est, ou c'est la réaction à la situation. Puis là, ça peut être la réaction du patient à cette situation-là, ça peut être notre réaction, ça peut être la réaction de notre équipe, ça peut être la réaction du système en tant que tel. Ensuite de ça, on se dit, ben, si j'oublie un peu justement tout ce bruit-là émotionnel, puis que je me mettais la situation de la personne sur papier à un examen, c'est quoi que je dirais qu'il faut faire? C'est quoi ce que les données probantes me disent? Qu'est-ce que j'offrirais normalement? Puis finalement, la dernière question, c'est est-ce que ce que je veux offrir à la personne, c'est des objectifs qui sont en lien avec les objectifs de changement de la personne, avec ses priorités à elle ou pas? Parce que des fois, on dit, la personne met tout en échec, puis on lui propose quelque chose qu'il ne veut absolument pas. Ben, c'est un peu sûr que même si on lui propose 12 fois, ben, la réponse va rester la même. Prochaine diapositive. Donc, quand on regarde par rapport à la dangerosité, puis là, vous voyez qu'il y a une section des réponses qui est à gauche, l'autre qui est à droite, on peut se soucier justement d'essayer d'avoir une approche intégrée. Donc, on a souvent le réflexe de répondre selon notre spécialisation. Donc, si on est plus en santé mentale, on va se dire, c'est quoi l'intensité des symptômes de manie, de psychose? Est-ce qu'il y a un risque auto-hétéroagressif? C'est quoi l'impact sur sa capacité à prendre ses besoins de base? C'est des questions qu'on veut se poser aussi si on travaille en dépendance, mais des fois, le réflexe en dépendance va être plus de penser, c'est quoi l'impact de son intoxication actuellement? C'est quoi le risque de surdose, de sevrage, de complications médicales, que ce soit cardiaque, les risques d'AVC, etc. Puis l'idée, c'est de regarder en se forçant à réfléchir des deux côtés, est-ce qu'il y a certains points communs qui peuvent être sortis, puis c'est quoi, comment ça va s'influencer. Donc, dans mon évaluation de la dangerosité de l'urgence, je vais vouloir prendre en compte l'influence du trouble d'usage sur son état mental. Donc, est-ce qu'il reste, par exemple, plein de symptômes résiduels, puis c'est assez clair que la seconde qu'il va revoir une amphétamine, mais il va redevenir très dangereux ou pas. C'est quoi l'influence de son état mental sur sa capacité à prendre des décisions sur le trouble d'usage? Peut-être que lui veut être en communication avec Dieu, puis sa seule façon de l'être, c'est de consommer. Mais c'est sûr que si je n'ai pas ça en tête, ça va limiter un peu les interventions de ce côté-là. Puis est-ce qu'il y a des facteurs protecteurs d'un côté ou de l'autre? Et ça va aider aussi à mettre en place les objectifs si jamais il y a une hospitalisation. Parce que ce qu'on voit souvent en pratique, c'est que ces gens-là, des fois, vont venir avec un état mental où ils sont dangereux, ils sont hospitalisés, puis là, les gens disent, ouais, mais le problème, c'est qu'ils consomment, puis finalement, il y a comme une pause dans les services parce qu'on dit le problème, c'est qu'ils consomment, on attend un peu, puis finalement, ils ressortent, puis il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Donc ça va aider de ce côté-là à réfléchir là-dessus. Prochaine diapositive. Est-ce que, donc la problématique, c'est la situation du patient ou la réaction face à la situation, de la même façon par rapport à la consommation, par rapport à la santé mentale? Donc, c'est quoi les impacts là, sur l'environnement de la sévérité du trouble? C'est quoi les réponses au traitement? C'est quoi le réflexe qu'on a? Donc, souvent, quand on est en santé mentale, le réflexe de notre réaction à la situation, c'est le problème, c'est qu'il consomme.
Puis, si c'est nos collègues du CRD ou de la médecine et toxicomanie qui voient le patient, ils vont dire, le problème, c'est qu'il devient psychotique quand il consomme. Je vois plein de patients qui consomment comme lui, puis ils ne deviennent pas psychotiques. Puis ça fait souvent des dialogues un peu de sourds. Donc, on essaye de mettre ça un peu ensemble et ça aide à limiter un peu la frustration, le sentiment d'impuissance et puis de se dire pourquoi le voisin, c'est pas lui qui gère la problématique. Ça aide des fois à mettre la table sur est-ce qu'on a peur, est-ce qu'il y a un malaise, est-ce qu'on a d'autres émotions qu'on vit nous-mêmes parce qu'on n'est pas à l'aise de prendre le risque qu'il fasse une surdose ou pas à l'aise de prendre le risque qu'il devienne agressif. Puis, ça nous permet de réfléchir aussi, c'est quoi les limites du système? Est-ce que la situation, ce qui rend la rendre difficile, c'est que finalement, légalement, il ne devient jamais vraiment dangereux, puis on voudrait être capable de peut-être le forcer, mais on n'a pas la loi pour le faire. Ou est-ce qu'à l'inverse, on est mal à l'aise parce qu'on se dit qu'on va être rendu à devoir le forcer, puis qu'on a peur que ça joue sur notre alliance pour ça. D'avoir cette réflexion-là, ça nous aide à avoir des objectifs réalistes, à avoir de l'espoir, puis de faire attention, parce qu'à l'urgence, souvent, on traite des problématiques un peu chroniques. Quand les gens viennent 50 fois à l'urgence en 6 mois, c'est que la situation est devenue un peu chronicisée. Mais on essaye de trouver des solutions à des problèmes urgents, rapides, ce qui souvent vont faire qu'on a des attentes pas nécessairement réalistes. Ou qu'à l'inverse, mais on se dit qu'il n'y a rien à faire, puis on est un peu désespéré. Prochaine diapositive. Qu'est-ce que j'offrirais normalement? Qu'est-ce que me disent les données probantes? Donc, si on prend un peu de recul, au niveau santé mentale, on va souvent se poser la question devant les experts, est-ce que j'ai le bon diagnostic? Donc, est-ce que, par exemple, cette personne-là, on s'est dit que c'était un trouble induit, mais finalement, ça fait 4 ans qu'il est en trouble induit permanent et puis qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que le trouble induit? Est-ce qu'au niveau des troubles d'usage, on dit qu'il consomme parce qu'il arrive souvent et qu'il y a un TDAH positif, mais est-ce qu'il y a un trouble d'usage? Est-ce qu'il y a un trouble d'usage uniquement aux amphétamines? C'est quoi les autres substances? Donc, d'aller détailler chaque trouble d'usage. Et ça va nous permettre de se dire, ça serait quoi mon plan idéal au niveau bio-psycho-social en prenant les deux ensemble. Donc, par exemple, est-ce que si on sait que la personne est en pré-contemplation par rapport à sa consommation, même si c'est des symptômes résiduels qui restent, est-ce qu'il faut traiter son trouble de santé mentale de façon un petit peu plus agressive parce qu'on sait qu'il va reconsommer de toute façon pour là. Puis, est-ce qu'on a exploré le différents menus des options qui existent en santé mentale, en trouble d'usage? Donc, souvent, ces situations-là, des fois, on se rend compte qu'il n'y a même pas eu de suivi proposé ni d'un côté ni de l'autre parce qu'on se concentre à gérer la crise. Puis finalement, dès qu'il n'y a plus de crise, il signe un refus de traitement et puis il s'en ça permet en fait d'avoir cette idée-là, d'essayer de planifier les prochaines étapes en incluant la personne. Donc, des fois, la personne ne va pas vouloir ce qu'on offre, mais on va être capable de verbaliser, de dire, si on voit que ça continue en boucle, ça serait quoi la prochaine étape? C'est moins menaçant que de le faire tout de suite dans l'immédiat. Prochaine diapo. Est-ce que ce que j'offre est en lien avec les objectifs de changement de la personne? Donc, ça, c'est d'essayer d'aller au-delà des deux troubles, donc de regarder c'est quoi que la personne souhaite. Des fois, elle veut ni être traitée pour sa maladie bipolaire, sa psychose, ni pour son trouble d'usage, mais elle est tannée de revenir en boucle à l'urgence, ou elle veut pas attraper l'hépatite C, ou elle veut pas que son conjoint ou sa conjointe le laisse. Et ça va être vraiment un gros levier là, de changement. On va réfléchir aussi à c'est quoi l'impact de nos traitements. Donc, par exemple, si la personne est plus en psychose compensée et que ça influence de façon majeure son jugement, mais on sait probablement que s'il y a un traitement, ça va influencer sa capacité d'autocritique. Ça va peut-être faire qu'alors qu'on a l'impression qu'elle ne veut rien changer au niveau de sa consommation, si elle retrouve un peu plus de jugement, ça va valoir la peine de lui reposer la question de ce côté-là pour ça. Puis de garder en tête tout ce qui est réduction des risques, des dommages, puis que une réduction des risques peut être de s'arranger pour éviter de revenir tout le temps à l'hôpital, puis d'aborder les choses dans cette optique-là va peut-être plus parler à la personne. C'est très rare, en fait, que les gens aient aucun objectif. C'est rare que les gens viennent nous dire moi, je veux me faire arrêter par la police, passer ma vie en prison, je veux mourir d'une surdose. C'est plus des exceptions. Donc, ça permet aussi de trouver souvent un petit point commun qui sert de base et qui permet de mettre quelque chose en place, qui est mieux aussi pour notre vision, parce que si on fait juste dire à cette personne-là, tu dois aller en thérapie de 9 mois, puis qui dit non, on fait juste documenter, qui met tout en échec, puis ça ne l'aide pas, puis ça ne nous aide pas, nous non plus. Puis de garder en tête que
des changements, ça peut prendre du temps. Et souvent, nous, on est catastrophés parce que il est tous les jours à l'urgence depuis 3 mois. Mais 3 mois sur une vie, c'est relativement court. Donc, même les gens qui ont cet espace-là depuis où c'est très, très intense l'utilisation des services, ben, sur une vie, il y a quand même de l'espoir que les choses puissent continuer à s'améliorer. Puis après ça, bien, de réfléchir à si la personne veut pas du tout de changement, mais qu'on est dans les enjeux de dangerosité, est-ce qu'il y a des enjeux médico-légaux, des mesures légales à mettre? Puis de garder en tête bien, que si on a recours à ces mesures-là, bien, ça se peut qu'on crée de la résistance parce qu'on va demander à quelqu'un de passer à l'action alors qu'il est en précontemplation. Et puis, bien, que ça va prendre un petit peu plus de temps de ce côté-là pour ça. Puis donc là-dedans, même si on utilise des mesures légales, on va essayer d'impliquer la personne dans toutes les étapes. Puis les petits bouts de responsabilisation qu'on peut lui donner, même si on est en train d'imposer des mesures légales, d'essayer de lui laisser. Prochaine diapo, mais je pense que c'est la fin, si je ne me trompe pas. Oui, il faut juste refaire le quiz. Je ne suis pas encore brillé, j'allais l'oublier. Donc, vous pouvez reprendre le code Slido. Donc, un patient souffre d'un épisode dépressif et d'un trouble d'usage à l'alcool. Il est suivi par son médecin de famille qui gère son traitement antidépresseur. Il a aussi été référé à un professionnel en dépendance qui le voit régulièrement pour le traitement de son trouble d'usage de l'alcool. Ce type d'approche représente reste 10 secondes au timer. Donc, on parlait de traitement parallèle dans le sens où il y a deux équipes séparées qui vont chacun adresser une des deux problématiques. Donc, comme je vous ai mentionné en soi, ce n'est pas nécessairement mauvais, mais il faut qu'il y ait une bonne communication entre les deux pour s'assurer justement qu'il y ait un point commun, une direction commune. L'enjeu, c'est que chaque personne fait leur petite affaire dans leur coin sans trop s'influencer l'un l'autre. Prochaine diapositive. Donc, un patient souffre d'un épisode dépressif et d'un trouble d'usage à l'alcool. Il est suivi par son médecin de famille. Celui-ci a discuté de l'impact de la consommation d'alcool sur les symptômes dépressifs et exploré ses objectifs. Les symptômes dépressifs étant légers, ils conviennent ensemble de ne pas débuter d'antidépresseurs. Le patient tentera d'augmenter son niveau d'activité physique et souhaite tenter une période d'arrêt de la consommation d'alcool. Les risques de sevrage et l'aide nécessaire pour y parvenir sont explorés. L'évolution des symptômes dépressifs et leur lien avec la consommation seront surveillés et le traitement ajusté si nécessaire. Puis on vous demande à nouveau, c'est quoi le type d'approche? Donc, la réponse, c'était une approche intégrée, mais c'est vrai que c'était un petit piège, comme il disait qu'il ne commençait pas tout de suite d'antidépresseurs. Et comme je mentionnais, donc, dans les cas de dépression légère, si on regarde les guidelines, ce n'est pas obligatoire de débuter un antidépresseur. Les approches non pharmacologiques vont être efficaces également. Puis il y a vraiment le souci là, de prendre en compte les symptômes dépressifs dans le traitement. Donc, ça reste une approche un peu intégrée et c'était volontaire de mettre que c'était un médecin de famille pour rappeler qu'on n'est pas obligé d'être dans une équipe ultra spécialisée pour viser un certain niveau d'intégration des soins. Puis, ça termine le tout. Bravo à ceux qui ont eu 100% pour là, mais vous n'êtes pas jugés là-dessus. On peut terminer pour là. Donc, je laisse la parole à Christopher Vian pour le mot de la fin. Merci Simon pour la présentation. Je sais qu'on est dépassé et 30, mais s'il y en a qui ont des questions à poser à Simon, on peut prendre quelques minutes pour le faire, que simplement lever la main.